Pierre Bétrémieux. J'ai eu le plaisir donc de travailler avec Manuel pour terminer un Master 2 en 2007, précisément déjà sur le sujet au sein de Paris 4 Sorbonne. Alors pourquoi un tel sujet de vulnérabilité sur lequel j'embraye en termes de thèse? Parce que, à titre personnel et en titre d'engagement de bénévole, je suis concerné par le handicap. Donc j'appartiens à l'APAGE, Association pour adultes et jeunes handicapés, qui est une fédération d'associations nationales. J'ai été président de l'association départementale de Paris. Nous avons 6 établissements qui couvrent pratiquement tous les âges de la vie d'une personne handicapée, avec une centaine de salariés. On accueille à peu près 250 personnes handicapées, enfants, adolescents et adultes. Par ailleurs, donc, après avoir, disons, exercé cette fonction, ensuite je suis monté, comme on dit, au niveau du siège fédéral pour faire partie qu'on a appelé un conseil de vigilance qui a fait le tour des départements pour rencontrer les départements, voir comment la bientraitance était réalisée dans nos associations départementales, donc ce qui m'a permis d'étendre encore, je dirais, le spectre de ma connaissance des problèmes des personnes handicapées. Et actuellement, je fais partie d'un groupe de réflexion dans lequel un certain nombre de personnes externes participent, comme Jean-Yves Barrère, comme le docteur Zuckman, qu'Emmanuel connaît bien et qui sont des pionniers dans le domaine, docteur Zuckman dans le domaine du polyhandicap et Jean-Yves Barrère dans le domaine, je dirais, de la définition et des orientations du médico-social telle qu'elle se dessine aujourd'hui, puisque vous savez peut-être, au travers des ARS, ont été réunis la santé et le médico-social, puisque maintenant donc, nous avons la même approche, je dirais, d'appel à projet et de financement, alors qu'auparavant c'était séparé. Donc ce que je vais vous présenter, c'est en fait, je dirais, l'avancement de mes travaux. Donc je ne vais pas vous faire une présentation, je dirais, trop théorique. C'est plus suite à un certain nombre de lectures, de réflexions, et puis de compréhension de ce qui se passe sur le terrain, un peu où j'en suis arrivé dans ces réflexions. Donc, on pourrait dire qu'il y a deux grandes parties, surtout la première sur laquelle je m'insisterai, qui a une espèce de panorama général de la vulnérabilité et qui montre effectivement que c'est un champ extrêmement vaste et qui maintenant, je dirais, finit par être récupéré et mis entre guillemets à toutes les sauces, c'est-à-dire qu'avec un phénomène qu'on est en train de banaliser et ce qui finit par perdre un peu de sa signification. D'ailleurs, une sociopolitique qui s'appelle Hélène Thomas, qu'Emmanuel d'ailleurs m'en avait recommandé la lecture, vient d'écrire dans un ouvrage qui s'appelle Vulnérabilité, la démocratie contre les pauvres. Et ce qui a, disons, un peu le discours politique qu'il y a par derrière, c'est qu'il dit effectivement, on assiste au travers de ce concept de vulnérabilité, je dirais, excessivement utilisé. On assiste à une espèce de nouvelle gouvernementalité au sens biopouvoir de Michel Foucault, qui est une manière effectivement de catégoriser et de mettre un certain nombre de populations, je dirais, sous le contrôle des pouvoirs publics. Bon, mais je dirais que tout mon problème a été précisément d'éviter de partir dans une analyse sociologique du phénomène. Et d'ailleurs, le premier texte que m'avait conseillé Emmanuel, on avait une description très fouillée des situations de vulnérabilité, des situations, je dirais, d'invulnérabilité, avec le concept de résilience, qui est maintenant très connu et dont on abuse également. Et dans le chapitre philosophique de ce texte, qui était très intéressant par ailleurs, sur les aspects ethnographiques, anthropologiques et sociologiques, il y avait une ligne en disant en philosophie, il y a Lévinas et Ricoeur.
Bon, donc ça me donnait un champ libre et ça montrait bien qu'effectivement le risque était de partir sur le champ par trop sociologique et de s'y noyer et aussi de partir dans une approche qui risquait d'être idéologique. Donc, un premier aspect qui est panorama général et une deuxième partie qui, je pourrais dire, devra constituer ou commence à constituer un peu le corps de mon travail, qui est répondre de la vulnérabilité. Répondre de la vulnérabilité dans la mesure où répondre de la vulnérabilité humaine correspond à l'engagement pour tout être humain à reconnaître cette vulnérabilité, aussi bien dans sa personne que dans la personne de tout autre. Ça vous rappelle peut-être, je dirais, la deuxième version de l'impératif catégorique de Kant. Et je dirais, un des aspects sur lesquels j'ai voulu insister, c'est justement balayer peut-être trop vite l'éthique kantienne qui, par les temps qui courent, n'a plus trop droit de citer au nom d'une éthique minimale, mais je reviendrai peut-être là-dessus. Parce que cette éthique kantienne a, entre guillemets, a le mauvais goût peut-être de maintenir l'idée de dignité comme une idée fondamentale pour l'humanité. Et ce concept de dignité est souvent mis en cause actuellement et on a eu l'occasion avec Emmanuel d'échanger sur le sujet. Panorama général. Donc là, j'ai 5 sous-chapitres, une introduction, le concept de vulnérabilité dans le champ juridique, le concept de vulnérabilité tel qu'on peut l'analyser, ou il faut le découvrir dans le champ social et politique, dans le champ biomédical, et enfin une petite conclusion avant la suite. Alors, la vulnérabilité, bon, tout le monde prend le petit Robert, le Larousse, etc. C'est la sensibilité aux blessures, hein, vulnus, vulnéris, donc la blessure disons en latin. Donc, sensibilité aux blessures et au coup du sort, donc la tuké grecque. Donc, un questionnement éthique qui existait déjà dans l'Antiquité par rapport à la fragilité et la faiblesse du destin de l'homme. Voire Sénèque, hein, dans la brièveté de la vie, tu vis comme si tu devais toujours vivre, mais tu oublies que tu es aussi vulnérable. Et un ouvrage qui m'a beaucoup aidé, c'est un ouvrage de Martha Nussbaum, qui est une philosophe américaine, qui a un ouvrage qui est The Fragility of Goodness, et qui est Luck and Ethics in Greek Tragedy and Philosophy. Et c'est un ouvrage très très riche et qui montre effectivement la manière dont le concept de fragilité et de vulnérabilité a pu être, je dirais, développé et était la base de la plupart des tragédies que vous connaissez bien. Donc les héros grecs et bibliques sont bien connus. Achille, le malheureux, sa mère qui était un peu négligente, effectivement, l'a trempé dans le Styx, mais manque de chance, il y a une partie de son fameux talon qui n'a pas été trempé, et bien c'est par ce talon qu'il a été blessé et on est mort. Job, bien connu, hein, Job, effectivement, toute la souffrance, la douleur lui tombe dessus, mais il dit quand même, je savais qu'un jour ça m'arriverait, je ne pouvais pas être riche, prospère et avoir de beaux enfants, un jour ça finirait par m'arriver. Bon. Ensuite, le livre de Job, qui est une lecture absolument passionnante. Alors, un autre héros grec, et sur lequel beaucoup de réflexions actuellement, qui a donné lieu à une pièce de Sophocle qui s'appelle Philoctète. Philoctète, c'était un héros qui avait reçu les armes d'Héraclès. Bon, alors, je fais grâce de l'histoire. Mais qui, manque de chance, donc dans le voyage qui conduisait les troupes grecques vers Troie, s'est fait piquer par un serpent, une douleur inouïe, une puanteur insupportable. Eh bien, ses compagnons n'ont rien trouvé de mieux que de le laisser seul, quand même avec cet arc qui lui permettait de vivre et de tuer n'importe quel oiseau, mais laissé seul sur son île. Donc en fait, souffrant, malade, on pourrait dire handicapé réellement. Et en fait, à un moment donné, lors de la guerre de Troie, un oracle dit vous ne gagnerez que si vous récupérez les armes d'Héraclès
Hein, et si vous ramenez Philoctète avec vous. Donc là, il y a donc la pièce de Sophocle, c'est le fils d'Achille, Néoptolème, et Ulysse, Ruse et Ulysse, qui vont dans cette île et essaient de convaincre Philoctète de leur passer l'arc, parce que leur idée, c'est pas du tout de le ramener à Troie. Alors, dans la pièce de Sophocle, effectivement, on a un Deus ex machina, et finalement, malgré sa position qui consiste à dire, et une position rigide de ne pas donner les armes et de ne pas vouloir se rendre, parce que finalement, il a été maltraité, finalement, il finit quand même par être emmené à Troie et être guéri. Et alors, il y a eu d'autres versions plus modernes, et qui sont de ce point de vue pas inintéressantes dans la manière dont les choses se concluent. Il y a une version d'André Gide, où là, c'est un soporifique qui l'endort, et finalement, ça va. Il est emmené, donc les choses se terminent comme dans la pièce de Sophocle, et grâce aux armes d'Héraclès, Troie sera détruite, entre autres raisons. Mais en revanche, il y a un dramaturge allemand, récent, qui dans les années 60 a réécrit la pièce de Philoctète, et là, je dirais, sur le plan civilisationnel, désolé de ce mot, ou sur le plan culturel, eh bien, on voit l'évolution. Là, cette fois-ci, Ulysse tue Philoctète. Il part avec les armes. Donc la manière de conclure et de traiter un problème, effectivement, de solitude, un problème on pourrait dire de souffrance, hein, et de handicap, se traite quand même d'une manière qui est moins civilisée. Bon, désolé pour avoir parlé de Philoctète, mais je crois que c'est vraiment une pièce passionnante, intéressante, parce que, en fait, dans l'appel à compassion de Philoctète, il y a une tirade de Philoctète vis-à-vis de Néoptolème, qui est le jeune fils d'Achille, qui n'a pas encore toute la ruse, la perversité d'un Ulysse, hein, pour la bonne cause, qui est absolument magnifique. La vulnérabilité correspond aussi, bien sûr, à la souffrance comme propre de la condition humaine. Et là, je me sers beaucoup du texte de Freud qui s'appelle « Malaise dans la culture », qui est plus un texte d'ailleurs philosophique qu'un texte réellement psychanalytique, puisque on n'a pas la compétence, donc ce type de texte psychanalytique, en fait, j'ai du mal à les comprendre, ou en tout cas à les exploiter. En revanche, dans ce texte, il dit que l'homme est confronté à trois sources de la souffrance, qui est son propre corps, le monde extérieur et les relations avec les autres hommes. Et je me servirai en fait de ces grilles pour étudier le champ de la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'en fait, son propre corps, pour moi, correspondra à la subjectivité et la vulnérabilité, et autour de Lévinas, et puis les relations avec les autres hommes, donc l'aspect de sociabilité, de socialité, qui est, comme dit Kant, l'insociable sociabilité, qui est une autre cause de souffrance, une autre cause de vulnérabilité. Et là, c'est un travail donc je fais à partir d'Habermas, éthique de la discussion, de l'intersubjectivité et de la relation entre les individus. Pour terminer sur la souffrance, rappelez simplement que pour Rousseau, l'homme a une répugnance innée à voir souffrir son semblable, ce qui l'a fait passer de l'affectif au rationnel et de la nature à la culture. Mais Claude Lévi-Strauss, qui considère que le premier anthropologue a été Jean-Jacques Rousseau, dans Anthropologie 2, dit que l'homme reste quand même un être vivant et souffrant, pareil à tous les autres êtres, avant de se distinguer d'eux par des critères subordonnés qui sont les critères culturels. Pour terminer ce grand tas d'introduction, effectivement, par rapport à la vulnérabilité, il y a forte chance pour qu'on ait des espèces d'intuitions communes, de risquer de banaliser ce que je vous disais en préliminaire, de récupérer ce concept de vulnérabilité. Hélène Thomas appelle d'ailleurs ceci comme notion éponge. Ce sont des notions éponges, c'est-à-dire que dès qu'une difficulté se présente pour un groupe de personnes, pour des personnes, aussitôt on utilise le mot vulnérabilité, donc comme mot éponge, dans lequel effectivement on absorbe avec le risque effectivement de gommer la réelle difficulté que les personnes rencontrent.
avec le risque qui est dénoncé par l'école de Francfort, de Horkheimer et Adorno, de faire une catégorisation et de catégoriser la vulnérabilité au même titre que Hegel a rentré dans la catégorie du contingent toute souffrance, puisque de toute façon l'histoire est rationnelle, comme on le sait, le réel est rationnel, le rationnel est réel, et que s'il y a des souffrances, eh bien c'est une catégorie qui rentre dans le contingent et font partie de l'histoire humaine, et si des hommes meurent, s'il y a des guerres, ceci fait partie. Bon, ce qui évidemment est un discours auquel je n'adhère pas, mais qui a quand même été un discours, celui de l'idéalisme absolu, de la philosophie de l'identité, qui est un discours qui, pendant presque 2 siècles, et j'y compte dedans le XXe, a été un discours qui a prévalu auprès des philosophes. Passons maintenant, donc de manière plus spécifique, à différents champs. Le champ juridique. Dans le champ juridique, deux textes dont je me suis inspiré, parce que bon, je ne suis pas juriste, c'est un texte qui a été fait par l'Université de Grenoble, et un autre texte qui est encore plus riche, qui est celui du rapport de la Cour de cassation de fin 2009, dont le titre est effectivement avant-propos au rapport annuel de la Cour de cassation, les personnes vulnérables dans la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'on trouve à la documentation française. Donc là, ce qui est mis en avant, c'est l'aspect du sujet, du citoyen de droit, qui a la capacité juridique, donc qui a l'autonomie, qui lui permet de contracter en tant que bon père de famille, hein, c'est ce qu'utilise le législateur. Et on pourrait dire la division se fait entre capable et incapable, avec toute une loi sur la protection des majeurs, donc loi qui a été révisée en 2007. Alors là, pour le coup, je connais bien, puisque j'ai été amené, moi, sur le plan personnel, à mettre ma fille sous curatelle. Donc effectivement, c'est une loi qui essaie de donner le maximum d'autonomie aux personnes, mais qui, reconnaissant leur vulnérabilité, font en sorte qu'elles soient protégées par le législateur. Et le Code pénal reconnaît cet aspect de vulnérabilité, clairement, en majorant les sanctions lorsque des violences ont été commises contre ces personnes. Et là, ça donne une idée déjà du champ limité des situations où la personne est considérée comme vulnérable. Donc, violence commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. C'est le Code pénal, livre 2, des crimes et délits contre les personnes. Alors je crois que ça c'est un aspect important parce que finalement on connaît bien l'aspect, il y a une morale, il y a une éthique de société, et puis à un moment donné cette morale, cette éthique, elle passe dans la loi. Enfin, la loi finalement avalise pour toute la société un certain nombre de concepts qui, je dirais, étaient latents au niveau des sociétés. Et je crois que c'est important de voir que le droit a pris en compte effectivement cet aspect de vulnérabilité. Le citoyen devient vulnérable quand il est incapable d'exercer les libertés que lui donne sa qualité de sujet de droit. Et dans cette optique, effectivement, le législateur reconnaît 2 types de vulnérabilité. Une vulnérabilité personnelle, qui sont la déficience de la personne elle-même, les situations, ça peut être un incapable majeur, ça peut être l'enfant qui est encore sous l'autorité des parents. Et puis, il y a ce qu'il appelle la conception réelle de la vulnérabilité, c'est-à-dire la situation où précisément le contexte de contrat ou le contexte de relation met la personne en situation de vulnérabilité sans qu'elle le soit pour autant, sans qu'elle soit déficiente pour autant. Donc 2 exemples qui sont pris, c'est celui où lorsque vous contractez, il y a un défaut d'information, où c'est écrit en si petit au dos du contrat que celui qui a contracté vous a mis dans une situation de vulnérabilité, ou l'autre situation, qui est donc en termes de conception réelle de la vulnérabilité, c'est celle du salarié protégé. Je parle de salarié protégé dans une entreprise, effectivement, a toutes les chances, bien souvent, a toutes les chances d'être discriminé et de se retrouver de ce fait
dans une situation de vulnérabilité réelle, mais qui n'est pas de son fait, disons, qui ne correspond pas à une fragilité qui lui est intrinsèque. Donc ça, c'est pour le champ juridique. Donc une prise en compte de la vulnérabilité avec des textes supralégislatifs auxquels, bien souvent, les citoyens français font légitimement appel. Donc il y a un certain nombre de conventions signées avec l'ONU. Si je prends le cas des personnes handicapées, l'ONU avait défini toute une convention définissant les personnes handicapées, etc., qui est extrêmement intéressante. La France avait signé, mais ce n'est pas pour autant que cette convention était rentrée dans les textes législatifs. Donc, convention signée dans les années 80, elle est passée donc au journal officiel en France en 2010. Convention de l'ONU des droits des enfants, 1989, la France ne l'a jamais signée. Suite à un appel au Conseil d'État en 2008, le Conseil d'État a obligé à ce que cette convention s'applique. Bon, ce qui est important, c'est qu'elle s'applique, étant donné parfois les problèmes familiaux qu'on peut imaginer, etc. Donc, comme quoi il y a des garanties procédurales supralégislatives, ou de l'ONU ou de l'Europe, mais qui ne sont pas toujours observées. Donc, ça a été grand B, champ juridique. Passons grand C, champ social et politique. Donc là, dans le champ social et politique, la notion de vulnérabilité, c'est peut-être l'un des premiers champs où des textes philosophiques ont été écrits. Le premier texte que j'ai trouvé, qui vraiment prenait à bras-le-corps, c'est un texte d'un dénommé Robert Goodin, qui en 1985 a fait un texte qui était un texte d'un philosophe anglais, qui s'appelait Protecting the Vulnerable, a Reanalysis of Our Social Responsibilities. Donc en fait, il disait que finalement une personne est vulnérable de par le contexte social dans lequel elle est plongée, ce qui nous crée des responsabilités par rapport à la personne, et il va très très loin, et c'est le risque effectivement d'avoir une approche uniquement sociologique. Il dit même lorsque la personne est, marquée d'une fragilité particulière, notre responsabilité est toujours importante puisque nous devons créer les conditions pour que, effectivement, cette vulnérabilité ou cette fragilité lui soit moins néfaste. Alors, c'est vrai que par rapport à ce contexte social qui ne peut qu'amplifier les maux dont souffre la personne vulnérable, c'est un contexte qu'on connaît bien dans le monde du handicap, où la loi de 2005 nous a permis effectivement d'avoir ce qu'on appelle la notion de compensation, donc pour faire en sorte que la personne ait le maximum de capacité, on pourrait dire capabilities au sens de Amartya Sen, lui permettant de vivre la vie qu'il souhaite vivre, pas la vie normale, mais la vie qu'il souhaite vivre. Donc c'est dans le champ social et politique, je pourrais développer, mais on voit bien que c'est là où le maximum de choses ont pu être écrites par effectivement les sociologues. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que disait Hélène Thomas, on assiste effectivement à une normativité de cette vulnérabilité, et pour que les interventions des ONG soient les plus efficaces, sont définies ce qu'on appelle un coefficient, un indicateur d'évaluation de vulnérabilité des capacités, un EVC défini par la Croix-Rouge, qui donne donc tous les atouts et les difficultés que rencontrent les personnes ou un groupe de personnes par rapport à l'environnement, etc. Donc là, on rentre dans une espèce de mécanique qui est assez administrative et technocratique, avec un risque d'assujettissement de la personne vulnérable aux institutions qui se créent à partir d'indicateurs qui sont des indicateurs relativement technocratiques, même s'ils partent au départ du terrain, mais deviennent des définitions canoniques en fait de la vulnérabilité. Troisième champ qui vous intéressera certainement, mais qui est le champ dans lequel, effectivement, cette notion de vulnérabilité a fait l'objet d'un travail, justement, qu'on a fait ensemble dans cette remise en chantier de la loi de bioéthique, c'est le champ biomédical.
Alors, dans le champ biomédical, l'encadrement éthique de la recherche biomédicale, donc là je vais peut-être vous dire des choses que vous connaissez par cœur, ça a été d'abord le Code de Nuremberg, en 1947, qui interdisait toute expérimentation ou même tout traitement d'une personne sans son consentement. Ensuite, un certain nombre de codes ont été repris, de législation, en France par exemple, avec la loi de bioéthique. Et puis, je crois aujourd'hui, un modèle dans ce domaine, c'est l'UNESCO qui, en 2005, et dans son rapport, confirmé dans le rapport de 2011, a donc déposé une déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, donc mettant en avant un principe fondamental du respect de la vulnérabilité humaine et de l'intégration personnelle. Donc ça, ce sont des textes que l'on trouve sur Internet et en français. Alors l'OMS avait aussi défini en 2003 la notion de personnes vulnérables, qui sont celles relativement ou totalement incapables de protéger leurs propres intérêts, plus précisément leur pouvoir, leur intelligence, leur degré d'instruction, leurs ressources, leurs forces ou autres attributs nécessaires pour protéger leurs intérêts propres peuvent être insuffisants. Donc ça, c'était une définition de l'OMS, mais on va revenir effectivement sur le rôle que joue l'OMS dans tout ce domaine. Alors, ça, c'était donc, on pourrait dire, en sous-chapitre, l'encadrement éthique de la recherche biomédicale. Un autre domaine du champ biomédical, c'est la vulnérabilité liée aux états pathologiques de l'être humain en relation avec le contexte social. D'abord, les états pathologiques, et là, je dirais, pour traiter ce sujet, on pourrait dire, le livre de chevet a été Canguilhem, le normal et pathologique, qui est de ce point de vue, je dirais, tout à fait remarquable. Canguilhem relative cette proposition, je dirais, d'un contexte trop social, puisque quand on parle de normalité, on a tout de suite en tête l'individu normal tel qu'il peut exister dans une société qu'il considère comme telle, ou une société qui aura tendance à stigmatiser les personnes qui ne correspondent pas à un certain nombre de canons. Pour Canguilhem, il dit c'est par la maladie, par l'inadaptation, l'échec et la douleur, que la vie s'élève à la conscience, que les fonctions ne sont révélées que par leur raté. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, l'être vivant prend un nouveau rythme, une nouvelle allure de vie, qui lui donne sa propre normalité. L'être humain, en plus, est tel que il dit même dans un texte que sa sélection est presque terminée, puisqu'effectivement, il a réussi, grâce à son intelligence, sa technicité, à s'adapter à pratiquement tous les milieux, puisque la sélection naturelle, c'était l'adaptation, je dirais, des plus forts, mais l'homme a toujours réussi, et d'où d'ailleurs sa critique de la sociobiologie, puisqu'imaginez qu'effectivement, on puisse continuer à faire une sélection, disons, d'une part de l'humanité qui, de toute façon, fait partie de cette humanité qui a réussi, je dirais, à atteindre presque un stade ultime de la sélection. Donc là, je crois que ces textes de Canguilhem sont extrêmement intéressants. Et il dit, effectivement, on a tendance à avoir une vision dépréciative, négative de maladie, de la pathologie. On pourrait dire que c'est une vision subjective. En fait, on porte un jugement objectif parce que l'humanité a été habituée à voir en face d'elle, lorsqu'il y a pathologie, un médecin qui arrive avec sa technique, plus ou moins bonne, mais avec sa technique, pour faire en sorte qu'il y ait guérison de cette maladie. Donc on considère, il dit, subjectivement, on considère qu'effectivement, une pathologie est une dépréciation et une négation de l'individu. Et ça, je crois que c'est extrêmement intéressant de voir que finalement, c'est nous-mêmes qui construisons effectivement cette image dépréciative d'une pathologie. Alors, dans le domaine dont ces états pathologiques de l'être humain, il y a bien sûr la définition de la santé de l'OMS que vous connaissez certainement. La santé est un état de complet de bien-être physique, mental et social et que ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, c'est une définition, moi, qui trouve est toujours un peu gênante parce que, quelque part, l'OMS a introduit
une dimension de contexte social et qu'on va retrouver, enfin, je pense que je vais avoir le temps de vous parler sur l'aspect du handicap, dans les classifications du handicap. Au fil du temps, d'une classification initiale du handicap, qui était une classification qui mettait en avant la déficience, l'incapacité et effectivement le désavantage qui était la dimension sociologique, on est passé à donc, un modèle qui était un modèle biologique. Dans la nouvelle classification, qui s'appelle maintenant CIF, hein, donc classification internationale du fonctionnement de la personne, disons, handicapée, on passe maintenant donc, à un modèle social et avec une espèce de langue de bois qui est reprise en chœur par un certain nombre de sociologues, qui est reprise dans les associations dont je fais partie, pas obligé nécessairement d'adhérer, et qui est le vocable de situation de handicap, et qui, en parlant de personnes en situation de handicap, finit par oublier qu'à un moment donné, il existe des déficiences, il existe des incapacités qui demandent quand même, disons, une approche particularisée, et que il y a certaines personnes pour lesquelles, parce que l'idée qu'il y a par derrière, c'est qu'on absorbe, on revient disons, au concept de catégorie qui absorbe le contingent et la souffrance. Hein. On est toujours dans le mode entre guillemets totalitaire de Hegel. Hein. Donc effectivement, la situation en personne de handicap, on oublie qu'il y a une déficience, et puis à un moment donné, ça redevient une personne normale qui mène une vie normale dans une société normale. Bon, donc là, quelque part, je dirais, il y a à approfondir le sujet, je dirais. Donc, et tout ça part effectivement de cette approche de l'OMS qui a été étendue, je dirais, ces définitions de la santé au contexte social, et qui, l'OMS aussi a été à l'origine du CIH, hein, du classification internationale du handicap, et de la classification internationale du fonctionnement, qui est la dernière nomenclature. Alors récemment, l'Ordre des médecins, donc toujours dans ces aspects du champ biomédical qui s'intéressent à la vulnérabilité ou qu'intéresse la vulnérabilité, l'Ordre national des médecins a fait un rapport en 2007 intitulé « La vulnérabilité des phases successives de la vie ». Donc j'ai descendu, là, je ne connaissais pas, d'ailleurs j'ai descendu il n'y a pas longtemps sur Internet, sur le site de l'Ordre national des médecins. Et là on voit bien là aussi que la prise en compte, qui ne peut pas nuire, hein, mais la prise en compte de la vulnérabilité à caractère social du patient est considérée comme devant être prise par le médecin, et ce qui, je dirais, est peut-être dans certains cas, à cause, je dirais, puisque maintenant, semble-t-il, ce qu'ils disent en introduction, c'est qu'effectivement, le patient qui se présente avec une carte de santé qui a différents volets suivant la situation sociale de la personne. Donc, le médecin, c'est ce qu'ils disent, hein, ne peut pas, le médecin généraliste ne peut pas ne pas s'intéresser, je dirais, au contexte social de la personne qui vient les visiter. La loi de bioéthique en France a fourni le cadre législatif de la bioéthique, qui est inspiré d'une bioéthique procédurale qui est venue des États-Unis, hein, avec le principe d'autonomie, de justice, de bienfaisance et de non-malfaisance. Elle adresse un individu autonome, capable de donner son consentement libre et informé. Bon, alors, à partir de là, il y a tout un champ qui est ouvert, quid des personnes vulnérables qui ne sont pas en mesure de donner leur consentement. Que ce soit pour un traitement, ou que ce soit pour... Bon, c'est un problème qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer sur les fins de vie. Alors, au vu de tous ces travaux de bioéthique qui ont eu lieu, il y a un philosophe danois qui s'appelle Peter Kemp, qui a été co-rédacteur d'une encyclopédie de la bioéthique, hein, qui a paru en Belgique d'ailleurs, je crois que c'est
Buck, qui en 2001, qui n'a pas eu de réédition, mais qui est très bien fait parce qu'il vraiment traite tous les thèmes. Et donc Peter Kemp, après avoir regardé s'il pouvait avoir un principe de dignité pour les personnes vulnérables, un principe d'intégrité, mais à chaque fois on retombe dans des aspects rationnels, de rationalité. Dignité suppose effectivement un sujet ayant une volonté autonome. Donc c'est reporté sur un principe de vulnérabilité qui est un appel aux soins attentifs et qui s'édicte de la manière suivante. Le principe de vulnérabilité prescrit au fondement de l'éthique le respect, le souci et la protection d'autrui et du vivant en général, sur la base du constat universel de fragilité, de la finitude et de la mortalité des êtres. Bon, alors, on pourrait dire, une fois que ce principe a été édicté, ben, le travail est fini, on peut passer à autre chose. Bon, je crois que c'est pas aussi simple parce que effectivement on met en avant les notions de corps, de sujet, donc d'être vivant, tous les aspects de sensibilité, l'aspect psychique qui est sous-entendu, hein, puisque on parle de fondement de l'éthique, donc quelque part on parle aussi d'être humain. Donc c'est ce respect chez l'homme, donc non seulement de son autonomie, mais aussi de sa vulnérabilité, qui ne doit pas être réduite à une déficience. Alors, dans une société régie par le contrat, hein, nos sociétés qui sont essentiellement des sociétés contractuelles, la prise en compte des personnes gravement déficientes reste un défi pour la philosophie morale. Et dans ce contexte, je parlais de Martha Nussbaum tout à l'heure, elle fait partie de ces philosophes qui, avec Feder Kitté, ont organisé il y a 3 ans maintenant un séminaire justement qui s'intitulait, ils en ont fait un ouvrage, c'est Cognitive Disability, A Challenge to Moral Philosophy. Donc le livre est paru en 2009 et donc on récupère effectivement les échanges et c'est vrai que dans ce séminaire ont été invités pour s'exprimer Peter Singer et Jeff McMahon. Alors Peter Singer, je vais en parler très rapidement, en dire 2 mots. Faut savoir que c'est actuellement le professeur de morale de Princeton, australien, qui a épousé la cause de l'utilitarisme et qui a épousé la cause de la libération des animaux. Bon, jusque-là, on pourrait dire... mais là où on pourrait dire il y a eu dérive, c'est qu'il a introduit la notion de non-personne, hein, donc de personnes qui, dans une situation d'état végétatif ou de nouveau-né, gravement handicapés, sont considérés comme en fait personnes qui n'ont pas à vivre, hein, qui méritent pas qui ont des vies qui ne méritent pas d'être vécues, avec tout un débat qui aux États-Unis fait l'objet effectivement de manifestations très très virulentes, hein, de la part d'associations de personnes handicapées. Alors qu'en Europe, effectivement, c'est le grand silence, à ceci près que Peter Singer, quand il a voulu faire une conférence en Allemagne, a été boycotté. Bon. Mais il est venu faire des conférences en France, à Polytechnique d'ailleurs. Bon, alors, je pense qu'il est ce philosophe a le droit d'avoir des idées, c'est évident, mais le danger, c'est qu'il a une rhétorique. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, et il a une rhétorique qui effectivement porte beaucoup et au premier abord est séduisante, hein, peut séduire un certain nombre d'individus, d'autant plus séduisante que à un moment donné on débouche sur des textes du type alors adhère bien sûr à ce courant philosophique, donc piloté par Peter Singer et Jeff McMahon, Ethic of Killing, adhèrent bien sûr les associations qui promeuvent aux États-Unis l'euthanasie active, par exemple, hein, et qui ont fait un certain nombre de livres, et dans lesquels, un livre d'ailleurs d'un nommé Murphy qui a été Humphrey qui a été interdit en France, qui était la liberté de mourir,
et dans lequel l'un des chapitres s'intitule « L'argument inavouable ». Donc en expliquant que l'espérance de vie augmentant, les coûts, la sécurité sociale qui pourtant aux États-Unis n'est pas très importante, qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, ils introduisent la notion de vie futile et de traitement futile qui mettent en cause effectivement les personnes qui effectivement sont fragilisées et très très vulnérables parce que ils ont envie aussi relationnelle, comme on dit, aux vies végétatives. Bon. Donc c'est un peu cette conclusion qui m'amène effectivement maintenant à regarder comment répondre de la vulnérabilité. Alors, avec le risque, vous avez vu que finalement c'est un champ très très large, puisque effectivement, je dirais, tous les domaines qui sont couverts, et là, bon, j'ai résumé en une demi-page, quelques dizaines de pages. Bon, vous savez qu'il y a un principe de Kant qui est intéressant, d'ailleurs, c'est ce qu'on perd en compréhension. On perd en compréhension un excès d'extension, c'est-à-dire que plus on étend un concept, plus on étend, etc., plus on perd en compréhension. Donc j'ai essayé de limiter, mais quelle méthode adopter? Alors, donc la deuxième partie, donc répondre à la vulnérabilité, il y a deux aspects. L'approche méthodologique, je dirais modestement, parce que voilà, la prétention d'être un grand philosophe et de proposer des méthodologies. En fait, je me suis inspiré de l'aspect de métaphore et d'hyperbole. Bon, Ricoeur explique que la métaphore permet de penser bien plus. Et quelqu'un disons un auteur, un philosophe très important qui laisse pas indifférent, c'est Lévinas. Lévinas a un discours extrêmement hyperbolique, excessif, qui lui est reproché d'ailleurs. Mais il explique que dans un jeu de questions-réponses, pourquoi il utilise cette surenchère et cette emphase, c'est pour passer d'une idée à une autre par l'hyperbole. Et donc en tirant un concept jusqu'au bout, ça lui permet effectivement de passer à une autre notion, à un autre concept. Bon, des thèmes qui reviennent très souvent, c'est la passivité, plus passive que toute passivité, pour expliquer à un moment donné qu'effectivement le sujet humain a avant même sa liberté, et en cela il s'oppose à des gens comme Sartre et d'autres, avant même sa liberté, il a une responsabilité inouïe pour autrui, qu'il ne démontre pas, sinon par des réflexions comme « pourquoi autrui me concerne ?» en réponse de Caïn, suis-je gardien de mon frère, etc. Mais finalement, il y a un intérêt pour l'autre être humain, qui a une responsabilité inouïe, et qui fait qu'effectivement, ça suppose qu'on ait une passivité avant même que l'on soit réceptif à ce qui est devant nous, et ce qui suppose qu'effectivement, on n'ait pas une relation d'intentionnalité, c'est-à-dire qu'on prenne l'autre pour un objet, autrui qui est en face de soi pour un objet, mais que finalement la relation se fasse immédiatement, qui est une relation éthique, au-delà de toute ontologie. Donc c'est en cela que son approche de surenchère et d'hyperbole est intéressante, puisque dans ce domaine, effectivement, si on prend la notion de handicap, on peut dire qu'avec le handicap, on trouve dans toutes les facettes qu'il représente, depuis le nouveau-né en couveuse, néonatale, jusque, effectivement, le vieillard en Alzheimer, on a toutes les facettes, effectivement, du maximum de vulnérabilité, d'une espèce d'hyperbole de surenchère de la vulnérabilité. Et je peux vous dire, bon, moi, j'ai vu ma fille 3 mois en couveuse, c'était en 1965. À l'époque, effectivement, j'étais reçu dans la cour de l'hôpital de Grenoble, derrière une vitre. J'avais juste le droit de voir cet être qui survivait dans la couveuse. Je peux vous dire que ça vaut toutes les expériences imaginables, justement de cette exaspération de la vulnérabilité.
Et dans ce domaine du ver grossissant, Canguilhem reprend un texte de l'exaspération là, il dit le pathologique est homogène au normal, hein, et il reprend une image de Nietzsche qui dit que finalement la maladie n'est jamais qu'un ver grossissant, hein, de la fragilité humaine. Et je crois que c'est effectivement une image intéressante parce que ça rend la maladie comme un propre de l'homme, hein, un propre de l'homme qui ne doit pas entraîner une mise à l'écart. Hein. Le texte de Nietzsche est intéressant d'ailleurs. La valeur de tous les états morbides consiste en ceci qu'ils montrent sous un ver grossissant certaines conditions qui, bien que normales, sont difficilement visibles à l'état normal. La santé et la maladie ne sont pas essentiellement différentes. Il n'y a entre ces deux modes de l'existence que des différences de degré. Alors, Nietzsche ne peut pas toujours être d'accord avec ce qu'il dit. Il y a Bernard Williams, qui est un philosophe anglais, qui dit qu'il faut prendre chez Nietzsche ce qui est intéressant, parce que tout l'est pas, mais il y a des choses qui parfois, effectivement, sont intéressantes. Ensuite, pour approcher, disons, d'autres domaines de la vulnérabilité, donc handicap, souffrance, comme exaspération de la vulnérabilité, et ensuite la vulnérabilité propre, comment la caractériser par rapport à l'individu, par rapport à la société. Là, dans ce cas, quel thème traiter? Et là, j'ai choisi de prendre, c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure des catégories, des origines de la souffrance chez Freud. Je crois que effectivement, ça donne une espèce de classification intéressante. La puissance aveugle de la nature, cause de l'origine de notre souffrance, fragilité de notre corps, qui quelque part, on retrouve aussi, disons, la nature aveugle, et l'organisation déficiente de la société. Il dit effectivement, on est dans une situation tout à fait paradoxale où on souffre du fiasco de s'être mis ensemble pour lutter contre la nature, et finalement, la première chose que l'on fait, c'est de se battre entre nous, de se comparer aux autres, et de ne pas respecter les autres, etc. Donc c'est une autre cause de souffrance. D'où deux aspects de la vulnérabilité que je traite, qui est la subjectivité et vulnérabilité, donc celle propre à l'être humain, au sujet, et là, donc, en travaillant à partir de Lévinas, et l'aspect socialité et vulnérabilité en partant de l'œuvre d'Habermas. Alors, je termine ce travail. Comment répondre de la vulnérabilité? Donc, en partant, non pas une éthique de la vulnérabilité, parce que là aussi, c'est un mot qui finit par être galvaudé. C'est une éthique pour répondre de la vulnérabilité, c'est une éthique de la responsabilité pour autrui, avec un affrontement qui n'est pas simple, qui est un affrontement entre Ricoeur et Lévinas. Ricoeur a beaucoup travaillé sur le sujet, beaucoup de textes dans lesquels il y a autonomie et vulnérabilité, dans un texte qui s'appelle Dans le juste, juste 1 et juste 2, des textes justement sur les personnes handicapées, sur la fragilité. Mais son texte fondamental, c'est Soi-même comme un autre. Et là, il veut absolument rester dans une optique kantienne, tout en essayant de mêler l'éthique d'Aristote et l'éthique de Kant, et veut être toujours dans un mode de réciprocité, même dans la situation où finalement autrui, disons une situation tout à fait factuelle, hein, où autrui ne peut pas avoir de réponse, il peut pas avoir de répondant. Donc il essaie de trouver quand même une réciprocité, ce qui est complètement antinomique avec la philosophie de Lévinas, où presque par construction, il y a dissymétrie dans les relations avec autrui. Et il le dit d'ailleurs très clairement dans un jeu de questions-réponses, il dit si on n'accepte pas le fait qu'effectivement, quand je vais à autrui, je n'attends rien de lui, c'est ma responsabilité immémoriale, préoriginelle comme il dit, si cette dissymétrie n'est pas fondatrice, quelque part, à ce moment-là, tout ce que j'ai écrit ne vaudrait rien. Donc c'est intéressant parce qu'on retrouve
tout à fait étonnamment, la même chose c'est Kant. Alors, Kant, oublions le Kant, la fondation métaphysique de la morale, l'impératif catégorique, etc. J'ai passé beaucoup de temps, parce que finalement, à Paris 4, on travaille beaucoup sur Kant. Bon, mais pourquoi pas, hein. Et finalement, il y a certains auteurs américains qui essaient de le défendre, de le réhabiliter. Le réhabiliter au travers de conseils qu'on trouve dans un de ses derniers ouvrages de morale qui s'appelle Doctrine de la vertu, hein, ce qu'il appelle la sympathie active, où effectivement on trouve tous les paramètres, enfin tous les éléments d'une éthique de la bienveillance. Donc là, j'ai travaillé beaucoup là-dessus, enfin il y a un an à peu près, bon, il faudrait que je revoie le texte, mais j'ai écrit un texte sur le sujet, et il dit quelque part qu'effectivement, il y a un appel, enfin, on a un devoir de nous occuper d'autrui, hein, qui a un devoir qui fait partie d'une sympathie active que nous devons avoir pour autrui dans la détresse, hein, qui sort, puisqu'il part de devoir large, de devoir strict, qui est une espèce de devoir large. Il ne suffit pas de parler d'une obligation, hein, il y a aussi les devoirs larges qui sont s'occuper d'autrui, hein, et s'occuper d'autrui non pas d'une manière neutre, mais ce qu'il appelle une participation sympathique. Hein, donc là, les textes, les références, vous pouvez les trouver, mais qui est tout à fait étonnant. Et il va même jusqu'à dire que de toute façon, en s'occupant d'autrui, hein, on doit être dans un mode de pure générosité et ne pas attendre de retour. Donc on est dans le mode asymétrique, alors cette fois-ci bien sûr à la mode kantienne, mais dans l'aspect asymétrique qui est celle de Lévinas. Je vais prendre un thème, parce que là, bon, on peut passer. Je vais prendre un thème qui est celui du handicap, très rapidement. Donc tout à l'heure, j'évoquais donc en tant que surenchère à la vallée, l'aspect de classification. Donc sont opposés un modèle biomédical à un modèle social. Alors, ce modèle biomédical donc parlait de déficience organique. Donc là, on peut dire, face à ces déficiences, eh bien, ce sont les traitements médicaux que l'on doit trouver. Les incapacités fonctionnelles, là sont les aspects éducatifs que l'on doit trouver, et les aspects de désavantage, hein, donc de mise à l'écart. Donc, vous savez peut-être, bon, je dirais quand même, le handicap, hein, c'est un mot anglais, c'est handicap, hein, où on mettait ensemble une mise, qui a ensuite été utilisée dans les courses de chevaux au XVIIIe siècle, hein, qui était de désavantager les éléments les plus performants de la course. Donc, là, le texte anglais, donc celui qui a défini cette nomenclature au début des années 80, comme Philip Wood, dit bien qu'il s'agit d'impairments, d'incapacities, disadvantages and handicaps. Donc en fait, des avantages et handicaps, et non pas donc une pluralité englobante et banalisant les choses. Donc maintenant on passe dans le modèle, la classification dans la CIF, hein, plus récente, donc on passe dans un mode qui met plus l'accent sur le social, comme je disais tout à l'heure, avec le risque d'une banalisation. Et d'ailleurs, la loi de 2005, donc la loi du 11 février 2005, qui est une loi très forte, hein, donc il faut dire historiquement, il y a eu une loi de 75 qui a reconnu le fait du handicap, mais sans dire la manière dont on le traitait, mais en tout cas, il y avait reconnaissance du statut de personne handicapée, et ensuite, donc, qui a permis aux associations de défense des personnes handicapées de mettre en place donc des établissements et les traitements permettant de les accueillir, hein, au nombre desquels on a comme pionnier effectivement Elisabeth Zuckman dans le domaine du polyhandicap, parce que dans le domaine du polyhandicap, qui était un domaine où les personnes sont très gravement handicapées, elles relevaient uniquement de l'hôpital et étaient mises à l'écart, ce qui était tout à fait scandaleux. Et donc, après, au fil du temps, il y a eu maturation de ce secteur. Une priorité nationale de Chirac en 2002, hein, effectivement, le handicap comme priorité nationale,
avec lettre au président de la République en 2003 de Julia Kristeva, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Et ensuite, donc, une loi dans laquelle ont participé donc, à la fois les associations et tous les représentants des différents secteurs du handicap. La loi de 2005, donc, qui reconnaît la personne handicapée comme telle, qui a besoin de compensation, qui le reconnaît dans ses déficiences, moteurs, motrices, sensorielles, ses déficiences qui peuvent être mentales, mais aussi psychiques. Donc réintégration des personnes handicapées psychiques dans le champ du handicap. Et aussi une notion donc, très très nouvelle, puisque existait jusqu'alors vagues allocations qui, je dirais, sur la base d'un tarif comme ça, permettaient aux parents d'avoir un complément, mais un complément qui était, sinon arbitraire, en tout cas, qui était en fonction des revenus ou à partir de cette fameuse nomenclature. Là, cette fois-ci, donc, a été introduite la notion de compensation, qui reprend en fait l'idée, je disais tout à l'heure, l'idée de capabilities de Amartya Sen. Amartya Sen, qui a un prix Nobel d'économie, qui a participé avec Stiglitz au rapport sur non pas le produit national brut, mais le bien-être national brut. Et donc Amartya Sen a théorisé cet aspect de capabilities en opposition d'ailleurs à John Rawls, en théorie de la justice, qui expliquait qu'effectivement la justice existait pour tous les membres coopérants d'une société bien ordonnée, mais les 10% de personnes qui ne pouvaient pas participer, ils traiteraient plus tard. Donc c'était hors du champ du traitement théorique, qui est très intéressant par ailleurs. Donc Amartya Sen a introduit cette notion de capability en disant qu'effectivement une personne, il ne suffit pas de lui donner de l'argent, il faut aussi lui donner tous les éléments qui lui permettront effectivement de mener la vie qui correspond le mieux possible à son plan de vie ou à son projet de vie. Donc, introduction d'une prestation de compensation où la personne, sa famille, se rendent à la maison départementale des personnes handicapées et définissent avec des travailleurs sociaux ce dont la personne a besoin et définissent donc une prestation qui lui permettant effectivement d'avoir une vie meilleure et épanouie. Donc hors des aspects médicaux et éducatifs. Donc ça c'était une grande nouveauté. Et aujourd'hui, je dirais dans le champ du handicap sur le terrain, je veux dire que les choses sont prises en compte. Alors, quand je disais tout à l'heure qu'effectivement le risque d'une banalisation de la situation du handicap, les aspects particularisés, propres à une déficience particulière, demandent un traitement spécifique. Aujourd'hui, il y a des champs sur lesquels le traitement est très difficile. C'est celui, par exemple, je vais prendre un exemple, celui de l'autisme. L'autisme aujourd'hui, c'est dramatique parce qu'en plus, on a affaire à un combat idéologique entre psychiatres et comportementalistes, et c'est les parents qui sont laissés seuls face au problème. Donc c'est un acteur bien connu, j'ai vu son nom, mais j'ai vu un reportage, qui est obligé de se transporter à Lille pour aller suivre la méthode ABBA, enfin des choses inouïes qui effectivement sont pas acceptables. Et je peux vous dire, même au sein d'une grande association comme la nôtre, ça fait l'objet de grands débats et de polémiques très très fortes entre une association départementale ou un établissement qui a pris un type de traitement et un autre qui dit mais non, c'est pas du tout comme ça il faut faire, etc. Donc pardon ? Oui, il y a le packing, mais il y a aussi la méthode Teach, etc. Enfin, il y a effectivement... et là, moi, je ne sais pas prendre parti. Je ne sais pas prendre parti, parce que c'est un contexte. Enfin, un instant, mettons-nous à la place des familles. De l'insertion dans un plan éducatif de jeunes qui étaient laissés comme ça à l'abandon, la mainmise des psychanalystes et des psychiatres. On ferme la parenthèse, juste, on parlera de l'autisme un autre jour, mais juste parce qu'on fasse raccord avec... D'accord, oui. Mais non, mais c'est un sujet dans la vie. Alors, dans le chapitre handicap
Donc ce qui fait l'objet d'un long traitement, vous voyez, face à, je dirais, à ces philosophies dites progressistes à caractère moderne, à la Singer ou à la McMahon, on ne peut pas ne pas s'émouvoir des aspects d'eugénisme. Comme dit Canguilhem, effectivement, attention à la police des gènes, parce qu'effectivement, quelque part, pour certains biologistes, ou en tout cas certains médecins, c'est la maladie, où on la soigne, on l'extirpe. Et là, quand on est face à une situation comme celle-là, non, il faut pas extirper, il faut essayer de traiter, il faut essayer d'accompagner. Alors il y a un sujet que sur lequel je me suis penché très longuement, c'est celui de la trisomie 21. Celui de la trisomie 21, suite d'ailleurs à des séminaires où j'avais assisté chez Emmanuel, un certain nombre de médecins qui avaient fait des présentations, etc. Bon. Donc c'est un cas, je vais parler, parce qu'en fait c'est un cas de ce qu'on peut appeler, ce que j'ai appelé eugénisme préventif. Donc dans mon texte, je fais l'historique de l'eugénisme par rapport au nazisme, etc. La trisomie 21, en fait on s'est mis dans une espèce de nasse, enfin on s'est mis, puisque petit à petit on a introduit des méthodes de détection du défaut génétique que représente la trisomie 21 qui ont fait que, on a rangé la trisomie 21 comme parmi les déficiences graves pouvant faire l'objet d'une interruption médicale de grossesse acceptée par un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, CPD-PDN. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à la situation où on a quasiment 96% des fœtus atteints de trisomie qui sont éliminés. Bon. Alors, déjà, je vous donne ma position. C'est évident que je ne suis pas, disons, dans le mode pro-life, à, disons, militer contre l'avortement, etc. Ce qui est le cas, alors ça aussi on trouble tout, ce qui est le cas aujourd'hui de l'association, je dirais, la plus compétente, mais aussi la plus militante dans le domaine de la trisomie 21, qui est la Fondation Lejeune. Jérôme Lejeune qui a découvert effectivement ce chromosome surnuméraire. Et qui, effectivement, sur le plan confessionnel, est très, je dirais, très engagé, puisque Jérôme Lejeune serait en phase d'être canonisé. Alors, à partir de là, on perd tout repère rationnel. Ce qui a donné en 2007 des échanges très très forts entre Didier Sicard, président à l'époque du CCNE, et puis, disons, certains médecins, etc. Donc, à partir de là, j'avais travaillé sur le sujet, parce que Sicard, ne disait pas qu'il était contre la détection. Il disait, attention, on est en train de faire quelque chose quand même qui est en train de nous dépasser, là, quelque part. D'autant que le CCNE, en 1993, avait donné son accord pour qu'il y ait diagnostic, alors à la fois par échographie, ensuite par marqueur sérique, ensuite par amniosynthèse, etc. Alors puisque même maintenant, il paraît que, enfin, là, je m'adresse à un corps médical, puis maintenant par le sang de la mère, on peut savoir s'il y a trisomie, je crois maintenant. Donc on est face à cette problématique. Mais ce qui n'était pas recevable, c'était le discours donc, de certains biologistes ou certains généticiens qui, en réponse à Sicard, lui expliquaient « Bon, l'éthique, ça va bien. » C'est comme ça, hein, l'article du Monde en 2007. « L'éthique comme ça va bien. Vous comprenez, quand j'ai pas en face de moi, quand je sais qu'après, le gamin trisomique sera mal accueilli, rien sera fait pour lui, etc. » Donc, alors, c'est ce genre de discours qu'on ne peut pas accepter. Moi, ma fille n'est pas trisomique, je peux vous assurer qu'elle a des amis, des collègues de travail dans les AT où elle travaille, qui sont trisomiques, qui mènent une vie quasi normale. Alors effectivement, comme dans toute société, il y en a effectivement qui sont plus gravement handicapés, qui sont plus déficients, qui demandent un accompagnement. Donc à partir de là, effectivement, qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui faisait ? Donc moi, j'avais fait un petit texte à l'époque qui était paru dans la revue de la Page en disant, bon,
les arguments qui sont utilisés par la médecine pour justifier un manque de réflexion ne sont pas recevables. En revanche, je ne comprenais pas que les personnes, les familles confrontées à ces phénomènes de sidération, vous expliquez que vous allez avoir un enfant trisomique, effectivement, qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce qui va se passer, hein? C'est quand même, effectivement, on ne peut pas cacher qu'il y a tous les gens pour que ce soit une charge pour toute la vie, etc. Donc qu'est-ce qu'on dit aux familles? Qu'est-ce qu'on dit aux familles? La vie qu'ils pourront conduire, comment ils sont... Alors là, aucune association n'était présente. C'est-à-dire qu'on n'expliquait pas aux familles. Alors, une fois quand Friedman est venu ici, il a levé la main en disant, bon, par rapport à quelque part, il dit, oui, mais ça c'est de la philosophie, mais la généticienne qui après avait voulu me parler, etc. Alors elle a dit, oui, j'ai été confronté à ce problème, j'ai envoyé, alors intelligemment, j'ai envoyé la famille à la Fondation Le Jeune. Oh, je dis, oh là, hein? Elle dit, bah non, ils sont revenus, ils ont dit non. Bon, mais là, au moins, c'est un choix. Parce que imaginez les parents qui font un choix sans avoir eu ce paramètre. C'est-à-dire de dire, effectivement, on a fait ce choix, peut-être par égoïsme, sans avoir plus. Donc effectivement, cet aspect d'eugénisme, c'est un aspect extrêmement important parce que on doit toujours avoir en tête les dérives. Il dérive à un moment ou à un autre. Mais ça, c'était Emmanuel qui m'avait invité à l'Académie de médecine lors de la préparation de la loi de bioéthique. Donc il y avait une directrice de l'INSERM en génétique qui avait expliqué que finalement les tests sériques, sur le plan de la société, c'était rentable parce que ça avait bien compensé l'éventuelle prise en charge qu'il aurait pu y avoir par derrière. Bon. La réalité est peut-être là. Hein. Tout à l'heure, j'entendais parler de dialyse et tout ça. C'est vrai qu'il y a peut-être un problème de coût, mais il ne faut pas le mettre en avant. Il ne faut pas le mettre en avant, ce serait dramatique. Ce serait dramatique. Et donc, pour terminer sur le handicap, donc j'ai une partie qui reprend les textes sur lesquels on avait travaillé ensemble, qui est celui de la dignité et d'une éthique de vie contre une éthique de mort. Parce qu'effectivement, quand vous lisez, je n'ai pas lu complètement, j'ai lu les chapitres qui m'intéressaient, du dénommé Jeff McMahon, qui commence à être repris, une fois j'ai vu les citations de Jeff McMahon par un philosophe en France, celui qui fait éthique minimale, la vie, la mort, l'État, voilà. C'est le fameux argument inavouable qui est sous-jacent dans cette logique, qui consiste à dire effectivement tout ça coûte cher. Alors effectivement la notion de vie superflue, la notion de vie futile, à ce moment-là apparaît. Et de ce point de vue, là, il y a un auteur romancier intéressant qui est Kanzaburo Oe, qui a été prix Nobel de littérature au Japon, qui a fait d'abord un texte qui est sur une affaire personnelle, c'est-à-dire qu'on lui apprend que son gamin est handicapé, donc là il devient fou, il va dans les boîtes de nuit, etc. Parce que ça casse ses projets, puis finalement il accepte. Une fois cette culpabilité qu'il voyait dans les yeux du médecin, il ne pouvait rien si le gamin naissait avec une hernie au cerveau, cette culpabilité qu'il voyait dans les yeux du médecin, cette honte qu'il avait une fois surmontée, il prend le problème à bras-le-corps, et ça donne un deuxième ouvrage qui est remarquable, qui est Une famille en voie de guérison. Une famille en voie de guérison, c'est tout à fait ça. Il dit effectivement, et parce qu'on a su, prendre en charge au niveau de la famille cet enfant handicapé, on a compris et on a su prendre en charge effectivement notre belle-mère qui devenait sénile et démente en fin de vie. Donc il termine en disant une société qui exclut une partie d'elle-même peut être considérée comme faible et fragile. Je crois que c'est là-dessus qu'on peut conclure pour l'instant.